Le château Luchialde, en quelques points clés, en quelques chiffres clés, déjà une position stratégique entre guillemets dans le centre de Bordeaux, sur la commune de Mérignac. Tout à fait. Donc du coup, Château Luchialde, propriété de Bordeaux Sciences Agro, est un vignoble assez récent de 99. Donc nous sommes effectivement situés à Mérignac, donc vraiment caractéristique d'un vignoble urbain. Avec 23 hectares de vignes, nous sommes 9 salariés sur l'exploitation. Et du coup, voilà, le côté urbain nous caractérise bien puisqu'on a à peu près 120, 130 logements considérés comme riverains. Alors, du coup, puisque vous avez ces 120, 130 logements et puis qu'on est sur une métropole de 800 000 habitants avec à proximité immédiate 80 000 habitants, le CHU qui est tout proche, le tramway qui passe... Une crèche aussi. Et une crèche également. Quelle a été la stratégie pour le château Luchialde vis-à-vis de ses voisins, de ses riverains ? Alors, ce qui nous a aidé, c'est que du coup, depuis 2013, nous sommes engagés dans le système de management environnemental. Et en 2015, lorsque nous avons réalisé notre analyse environnementale, un point à risque qui a été remonté a été la gestion de parcelles à proximité de riverains. Donc du coup, nous avons mis en place un système de communication avec nos riverains. Donc dans un premier temps, on les a conviés à une réunion qu'on réalise annuellement avant la période de traitement, donc courant avril, durant laquelle on leur présente nos démarches environnementales. Et à l'issue de cette réunion, on leur propose de nous communiquer leur adresse mail pour qu'on les informe 48 heures à l'avance des dates de traitement. Et puis, du coup, à force de communiquer avec eux, on a soulevé des problématiques que nous avons également avec des promeneurs, puisque du coup, le vignoble est assez ouvert par différentes entrées. Et en plus de ça, avec la proximité du bois du Burc, nous avons pas mal de promeneurs qui viennent fréquemment. Et on ne pouvait pas gérer la communication sur les traitements avec eux. Donc, une de nos voisines nous a émis l'idée de mettre en place un système de communication comme à la plage, avec des drapeaux. Comme pour les zones de baignade. Et donc du coup, à l'entrée du château, on a mis en place des drapeaux. Donc drapeau rouge, nous sommes en période de traitement, il est interdit de se promener sur le vignoble. Drapeau orange, on est sur le délai de réentrée, donc ils sont autorisés à circuler dans les allées centrales, mais de ne pas toucher le matériel végétal. Et drapeau vert, ils sont libres. Alors voilà, une originalité, en effet, ce système de drapeau particulièrement inspiré. Vous communiquez dessus, auprès des riverains, vous leur signalez le système de drapeau, même si je suppose que ça fonctionne comme à la plage. Donc voilà, ils le voient. Mais il faut tout de même, puisque vous avez une vingtaine d'hectares, couvrir la totalité du domaine. Alors, c'est à l'entrée principale, c'est compliqué de gérer toutes les entrées. Donc, ils sont censés normalement passer par l'entrée principale. Et donc, du coup, il y a un panneau qui indique un petit peu la légende de ces drapeaux. Et ensuite, il y a le travail de nos opérateurs qui appliquent les traitements, qui ont les consignes, du coup, de voir s'ils voient un riverain pendant les traitements, un promeneur pendant les traitements, ils descendent du pulvérisateur et puis du coup, ils les informent et les dirigent vers nous à l'accueil du château pour leur expliquer nos démarches et les intégrer dans le système de mailing d'information des traitements. Très bien, je vais me tourner maintenant vers le château Pédesclos. Vincent Bache-Gabrielsen, vous aussi la problématique riverain autour du château Pédesclos. Tout d'abord peut-être rappeler le château Pédesclos en quelques chiffres. Alors le château Pédesclos, on est sur un grand classé de Pauillac d'une cinquantaine d'hectares qui a été repris par la famille Lorenzetti en 2009. Donc 26 salariés, une belle équipe et avec une propriété qui était un peu le vilain petit canard des reclassés de Pauillac et qu'on a essayé de repositionner progressivement. Globalement, en fait, on a un vignoble qui est assez morcelé. On va quasiment du nord au sud de l'appellation et quasiment d'est en ouest, avec 80 riverains, en fait, un parcellaire un peu mité, avec 80 riverains potentiels et 40% en fait de nos parcelles qui ont un riverain direct. La problématique en fait a été différente. On a été contacté par un collectif de riverains qui s'était monté durant l'hiver 2014-2015. Avec une demande en fait, d'informations sur les traitements. Donc on avait 18 personnes, alors qui n'étaient pas forcément riveraines directes, c'est ça qui était intéressant. C'est que ça pouvait être des personnes qui étaient à 500 mètres de nos parcelles, mais qui s'inquiétaient un peu de la manière dont on traitait, de ce qu'on faisait et du fait qu'on puisse les prévenir en fait, de la démarche.
Donc au début, forcément, vous êtes un peu suspicieux, vous vous dites qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils nous veulent. Et puis on a choisi de les recevoir et d'être le plus transparent possible avec eux, de mettre en place un système en fait de démarche de prévenance la veille ou l'avant-veille quand c'était possible, avec un système de mail et de SMS. Qui a été renforcé par suite aux éléments de cache investigation qui ont stimulé un petit peu toute la filière et les riverains aussi à mieux comprendre ce qui se passait. On a mis en place en fait un système de courrier à l'ensemble de nos riverains et on est maintenant à un système où on a 80 riverains, 46 en fait qu'on souhaitait être prévenus. Les autres s'en soucient pas forcément. Pour accompagner ça, en fait, effectivement, on reçoit le collectif régulièrement pour les informer de la démarche. On a une problématique aussi, nous, d'une présence d'une école. On a une parcelle, en fait, à 25 mètres d'une école. Juste à côté, il y a une MAM. Donc, on a pris le parti, en fait, de ne traiter qu'en l'absence des écoliers. Et pendant la sieste de la MAM, pour éviter, en fait, un contact direct avec les enfants. Ou alors quand c'était pas possible, pour des conditions météorologiques, puisque donc c'est le mercredi globalement de 14h à 16h, donc vous voyez que ça peut être un peu limitant parfois, de traiter tard le soir, puisque le matin en fait c'est une parcelle qui nous prend 2 heures à traiter, et c'est impossible en fait de traiter dans des bonnes conditions hors rosée en fait le matin avant l'arrivée des parents et des écoliers. Voilà un peu la démarche. On a assez rapidement en fait pour apaiser en fait les tensions, envisager en fait de transformer en fait ces parcelles en conduite bio. Donc on avait 25% en 2017, 50% de la propriété en 2018, et on a décidé en fait une phase de conversion officielle en fait à partir de 2019 sur l'ensemble de la propriété. Voilà. Disons que cette relation avec nos riverains nous a aidé en fait à accélérer un processus qui était déjà enclenché depuis 2012 sur un vignoble qui avait été mené de manière un peu intensive avant et qu'on a mis quelques années à remettre en ordre de marche. Merci. On va faire tourner la parole. Benjamin Banton pour la société Banton et Loré. Alors je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette société de prestation. En quelques chiffres de mémoire, c'est 230 salariés, c'est ça ? Oui, tout à fait, 230 salariés et on rayonne sur tout le Grand Libournais, le Médoc et aussi Pessac-Léognan et les Graves. Et alors donc vous, au sein de votre entreprise, vous avez une démarche à la fois innovante et attractive pour des métiers qui parfois ne sont pas forcément les plus attractifs justement. En effet, en tout cas c'est l'image qu'ils en ont. Donc on essaye de s'employer à redorer le métier de l'ouvrier viticole. Notre boulot, c'est d'être ouvrier viticole indépendant et de proposer des prestations de services aux différentes propriétés de notre région. On trouve que c'est un travail qui est quand même valorisant. Donc on a mis en place une cellule RH où on communique pas mal sur les métiers, la promotion de nos métiers. On essaye de communiquer avec nos salariés, pour valoriser nos salariés, pour essayer de leur faire parler de leur métier, parce que ce sont des gens passionnés, c'est des gens qui aiment leur métier, et on trouve qu'il n'y a rien de mieux que de les faire témoigner de ce qu'ils font au quotidien. On a bien entendu mis un petit pôle RH pour les accompagner dans leur formation, dans l'accompagnement au quotidien, mais aussi dans la gestion de carrière et dans le suivi de différents profils de personnes pour pouvoir les faire évoluer d'un statut, on va dire, d'ouvrier à tractoriste, mais aussi maître de chai. On a embauché aussi des gens pour communiquer sur les réseaux sociaux, donc on appelle ça du community management, mais on travaille beaucoup sur la communication autour de nos métiers. Notre idée, c'est de pouvoir vraiment valoriser ce métier de vigneron, en essayant d'organiser des journées un peu plus ludiques, alors des journées de cohésion, des journées où on fait venir des intervenants pour parler du management, de la communication, mais aussi des différentes problématiques dont parlait Vincent tout à l'heure avec les riverains. Notre idée, c'est vraiment de pouvoir travailler en collaboration avec nos salariés et de pouvoir avoir des échanges d'idées tous ensemble pour améliorer notre quotidien.
Et alors, quand on a préparé cet entretien par téléphone la semaine dernière, vous m'avez dit que vous alliez même au-delà du bien-être des salariés, puisque vous travaillez également avec des migrants, justement, pour leur insertion et pour leur arrivée dans la filière vin. Oui, tout à fait. On travaille alors depuis cette année avec les vignerons du vivant et aussi avec des migrants. Donc on a travaillé avec le sous-préfet de Libourne l'année dernière pour essayer de faire découvrir les métiers de la viticulture aux migrants. Et on va travailler cette année avec une autre association qui s'appelle Agir contre l'exclusion, pour essayer encore une fois de faire découvrir nos métiers à différentes on va dire, personne. Alors, il y a la première question qui arrive sur Slidoo et pour vous, justement, Benjamin. Quelle est la part d'ouvriers en CDI et d'ouvriers locaux dans l'entreprise Banton et Loré sur les 230 ? Alors, le nombre de personnes, vous l'avez dit, on a 233 personnes en CDI actuellement. On a aussi pas mal de personnes en CDD. Et actuellement, il n'y a quasiment, alors pour vous donner un pourcentage qui peut être approximatif, mais c'est 95% de contrats saisonniers, ce sont des locaux. Voilà. Aujourd'hui, on ne fait pas ou très peu appel à la main-d'œuvre hors région, on va dire. Très bien, alors on va faire tourner la parole. Je reviens vers le château Pédesclos et le château Luchyalde. Utilisez-vous le no-tourisme pour la promotion de votre stratégie telle que vous l'avez évoquée, riverain, etc. Est-ce que le no-tourisme peut faire partie des moyens de communication que vous mettez en place, ou en d'autres termes, est-ce que vous communiquez déjà sur les efforts que vous faites au-delà des riverains pour vendre votre vin par exemple ? Alors, pour le château Luchyalde, effectivement, on a une activité no-touristique et dans le discours tenu lors de la visite, on a tout un côté axé sur nos démarches environnementales et donc qui inclut notre axe de communication avec nos riverains. Oui, absolument. En fait, on reçoit à peu près 4000 personnes à la propriété par an. L'ouverture de la propriété aux visites est fondamentale, à mon sens, y compris le samedi, pour accueillir essentiellement des locaux en fait, qui viennent avec leur famille pour visiter. On fait les portes ouvertes du Médoc également, ça permet de recréer un lien qui avait peut-être parfois été perdu entre les propriétés et puis leur environnement direct. Alors, question pour tous les trois, avez-vous chiffré, êtes-vous capable d'estimer le coût justement de cette politique telle que vous l'amenez au Luchyalde, à Pédesclos ou chez Banton et Loré ? Question très difficile évidemment. Non, non, c'est difficile à chiffrer. Et évidemment, en fait, c'est des décalages d'horaire qui sont souvent des heures sup, puisque pour la partie traitement, c'est un peu plus de travail pour le chef de culture qui va s'occuper en fait de prévenir les personnes, même s'il y a des systèmes automatisés. Mais non, on n'a pas chiffré de coûts particuliers sur le sujet, même s'il y a eu des adaptations matérielles. Mais voilà, forcément on ne peut pas travailler avec des panneaux récupérateurs de notre côté. On a des vignobles un peu à l'ancienne qui tournent, qui se rétrécissent, qui s'agrandissent dans le rang, ou des rangs qui se finissent dans le rang. Bon, certains connaissent ça. Donc globalement, en fait, on a investi dans les matériels pour éviter en fait le côté pulvérisation, dérive, pour minimiser au maximum cela. On va dire que le principal coût, il se gère plutôt sur des matériels et des dépenses humaine en heures sup. Mélanie, une évaluation ? On n'a pas forcément fait d'évaluation, mais c'est de même. Il y a l'investissement matériel avec on investit dans un pulvérisateur confiné, le temps passé à communiquer avec les riverains. Il y a également, on aurait éventuellement pour projet d'acquérir une application qui s'appelle Notify pour du coup communiquer via une application où les riverains pourraient se connecter dessus, les promeneurs également. Et nous, on aurait aussi de la donnée sur ce genre de personnes. Benjamin Banton, il y a une question supplémentaire qui vient d'arriver pour Banton et Loré, qui complétera donc votre propos sur l'éventuel coût de cette stratégie. Comment Banton-Loré gère-t-il les conditions de travail des salariés dans les vignes, toilettes, repas, etc., en particulier quand ils sont sur des chantiers ?
Alors tout d'abord, juste pour répondre à la question précédente, je pense que non, on n'a pas calculé le coût que ça représentait, parce que pour nous ce n'est pas un coût, c'est une nécessité, et en même temps nous souhaitons vraiment valoriser les gens et renouer avec les relations humaines. Pour nous c'est très important d'être proche des salariés, et donc c'était aussi très important de pouvoir mettre en place des actions pour nos salariés. Pour répondre à la question, aujourd'hui c'est vrai que c'est une vaste question et problématique, mais on a la chance de travailler sur un peu plus de 5000 hectares avec environ 700 clients qui sont quand même des clients réguliers avec lesquels on travaille depuis de nombreuses années, puisque pour ceux qui connaissent Menton-Lauré, l'entreprise a été créée en 89. Donc on essaye d'établir avec eux des genres de partenariats pour avoir du travail un petit peu toute l'année, afin de pouvoir embaucher des gens en CDI. Le fait de les avoir en CDI, ça nous permet de les former, et ça nous permet de les garder et de leur donner du travail toute l'année. Donc ces clients jouent le jeu avec nous et nous mettent à disposition parfois des salles à manger, parfois des salles différentes, mais où on peut s'abriter et se mettre à l'abri, et systématiquement des toilettes. Mais pour être tout à fait transparent, quand il y a des parcelles un petit peu éloignées, ça prend un peu plus de temps d'aller aux toilettes. Très bien. Alors, j'ai gardé la meilleure question pour la fin, la plus difficile également. Vous prenez position si vous le souhaitez ou pas. Quel est votre point de vue sur les ZNT riverains? C'est celle qui a le plus de likes. Sujet intéressant. Bon, ça a été décidé un peu rapidement. On voit qu'il y a eu un peu de flou. La consultation qui avait été faite, je ne sais pas si vous avez tous pris le soin d'y répondre. On avait essayé de le faire. Disons que la problématique, nous, on a beaucoup de parcelles en fait. On perdrait à peu près entre 1,5 hectare et 2,5 hectares plantés en fonction de la ZNT concernée. Si on avait en fait à arracher ou à ne plus traiter ces vignes-là, les nouveaux éléments qui font rentrer tous les SDN et qui considéreraient en fait le cuivre et le soufre dans cette partie-là, permettrait de nous sauver un peu et de continuer la culture sur ces zones-là. Moi, je pense que ça peut être aussi une chance pour le vignoble en fait d'améliorer sa technicité sur les conduites et les pratiques bio, puisque ce qui est en train de partir, c'est qu'il n'y aurait pas ou peu de ZNT en fait sur les produits utilisés en agriculture biologique. Et on a choisi de commencer avec 2 hectares en 2012. On a beaucoup appris. On avait 50% de la propriété en 2018 sur une année qui était plus que compliquée, et tout le monde le sait. Acquérir de la technicité sur ce sujet-là est plutôt intéressant. Pour l'instant, mon sentiment est que c'est la meilleure voie ou la moins mauvaise. Il y en aura probablement d'autres, je le souhaite, pour qu'on puisse avoir le choix. Mais ça peut permettre en fait, voilà, d'acquérir de la technicité. Par contre, effectivement, c'est une problématique des coûts associés. C'est ce que je veux dire, Mélanie, oui, pour le Luchéal, vous aussi vous êtes en première ligne. Exactement, après on a 80% quand même de nos itinéraires techniques qui sont sur du biocontrôle et bio, donc du coup on est impacté, mais pas tant que ça. Après, je pense que comme disait monsieur, ça va permettre d'évoluer, mais par contre je pense qu'il va falloir accompagner les viticulteurs sur ce genre de sujet, et avec peut-être des financements et autres. Benjamin, quelle opinion en tant que prestataire sur ces ZNT? Ça complique la chose? Oui, en effet, ça complique la chose, mais je pense que, comme l'a dit Vincent, c'est arrivé un peu rapidement, mais c'était aussi une nécessité. On a besoin de communiquer sur notre métier, de communiquer sur nos façons de faire, et là on va peut-être contraint, forcé, mais s'ouvrir un peu plus à nos voisins, et je pense que c'est pas plus mal. Vincent, pour terminer. Ouais, j'ai juste quelque chose en fait, un retour d'expérience. Donc nous, en fait, sur les problématiques riverains, on a toujours en fait notre adjoint chef de culture qui accompagne le tractoriste pour régler les problèmes, aller sonner aux maisons pour dire vous avez laissé votre porte ouverte, vous avez laissé vos fenêtres ouvertes, vous avez laissé votre linge. Voilà, il y a une démarche qui est compliquée, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé d'autre solution pour disons apaisie. On s'est retrouvé sur la famille Lorenzetti à une autre propriété qui est le château de Soldi-Landouis, dont je m'occupe également, avec des parcelles où il était
impossible de passer. C'est-à-dire qu'on avait la personne, le voisin direct, qui se mettait en travers de la parcelle et qui en fait, nous empêchait de passer. Donc, je pense que la mise en place de ces NNT est là aussi pour amener, on peut ne pas les souhaiter, mais pour amener un certain cadre dans un débat qui prenait des proportions en fait, complètement irraisonnées. Voilà une position. Bien, je pense qu'on peut vous remercier, on peut vous applaudir.